Le millionnaire a abandonné sa fiancée de manière cruelle. 20 ans plus tard, il l'a vue avec une petite fille identique à lui dans un restaurant de luxe. Et il s'est approché. Le soleil de juin inondait les rues pavées de Lyon d'une lumière dorée lorsque Lucie Delaunay poussa les portes imposantes de l'hôtel impérial pour la première fois. Le cœur battant, elle resserra machinalement le nœud de sa queue de cheval et lissa son tailleur noir fraîchement repassé. Sa tenue d'entretien achetée la veille dans une friperie chic du vieux Lyon. Mademoiselle Delaunay, une femme d'une 50aine d'années, l'allure impeccable et le regard perçant, l'accueillit dans le hall majestueux. « Je suis Madame Bertrand, gouvernante principale. Suivez-moi. » Tandis qu'elle emboîtait le pas à la gouvernante à travers les couloirs lambrissés, Lucie tentait de dissimuler son émerveillement. Les lustres en cristal, les dorures, les tableaux de maître, tout criait le luxe, et un monde qui n'était pas le sien, issu d'un quartier modeste de la Croix-Rousse. Fille d'un ouvrier textile et d'une fleuriste, Lucie avait grandi en regardant ce Lyon inaccessible depuis les collines. « Votre CV mentionne une expérience en restauration », demanda abruptement Madame Bertrand. « 3 ans dans un bistrot près des terreaux, madame. D'abord comme plongeuse, puis serveuse. » La gouvernante émit un petit son qui pouvait être de la désapprobation ou simplement de l'indifférence. « Ici, c'est un tout autre niveau. Nos clients sont des personnalités, des industriels, parfois même des célébrités. On ne sert pas des sandwichs jambon-beurre. Je comprends, madame. J'apprends vite. » Après un entretien rigoureux et une semaine d'essai éprouvante, Lucie rejoignit l'équipe du prestigieux restaurant de l'hôtel. Les premiers mois furent un tourbillon d'apprentissage. Les codes, les manières, les exigences. Tout était nouveau. Ses collègues, principalement des fils et filles de bonne famille, qui travaillaient là pour financer leurs études à l'école de management, la regardaient avec une curiosité mêlée de condescendance. Seule Sonia, une apprentie sous-chef au tempérament explosif et au talent incontestable, lui accordait une amitié sincère. « Tu vas t'y faire », lui répétait Sonia pendant leur pause cigarette sur la terrasse de service. « Ce monde est comme une pièce de théâtre. Il suffit d'apprendre ton texte et tes déplacements. » C'est un soir de septembre, alors que les dernières chaleurs de l'été s'attardèrent sur la ville, que tout bascula. Le restaurant était complet, l'équipe sous pression. Lucie servait un groupe de clients japonais quand elle sentit un regard posé sur elle. En se tournant légèrement, elle croisa des yeux bleu-vert d'une intensité troublante. L'homme, attablé avec 2 autres personnes, détourna poliment le regard, mais quelque chose venait de s'embraser. « Qui est-ce » murmura-t-elle à Sonia lorsqu'elle retourna en cuisine. « Tu plaisantes. C'est Gabriel Marceau, le fils des proprios. » Cette nuit-là, allongée dans son petit studio sous les toits, Lucie ne parvenait pas à trouver le sommeil. Elle connaissait suffisamment la vie pour savoir qu'on ne mélange pas les mondes, que les héritiers d'empires hôteliers n'épousent pas les serveuses, que les contes de fées n'existent que dans les livres qu'elle dévorait enfant. Pourtant, le destin semblait avoir d'autres projets. Les semaines suivantes, Gabriel Marceau se mit à fréquenter le restaurant avec une assiduité inhabituelle. D'abord, leurs échanges se limitèrent à des politesses professionnelles, puis vinrent les conversations volées près du bar, les sourires complices, et enfin cette soirée où, alors que Lucie terminait son service, elle le trouva l'attendant à la sortie du personnel. « Vous n'êtes pas très discret, monsieur Marceau, » dit-elle, son cœur cognant contre sa poitrine. « Ce n'est pas mon intention de l'être, » répondit-il avec ce sourire qui transformait son visage habituellement sérieux. « Et s'il vous plaît, appelez-moi Gabriel. Les rumeurs vont déjà bon train. Les rumeurs m'indiffèrent. Mais si elles vous inquiètent, nous pourrions discuter dans un endroit plus neutre. » Cette nuit-là, ils marchèrent pendant des heures le long des quais de Saône, parlant de tout et de rien. Gabriel n'était pas ce qu'elle avait imaginé. Derrière le costume impeccable et le nom prestigieux, se cachait un homme simple, presque timide, étouffé par le poids des attentes familiales. « Tout le monde me voit comme l'héritier Marceau », confia-t-il alors qu'il s'asseyait sur un banc face à la cathédrale Saint-Jean. « Personne ne voit simplement. »« Gabriel, je vous vois », murmura Lucie, surprise par sa propre audace. Ce fut le début d'une valse secrète, des rencontres discrètes après le service de Lucie, des promenades dans les traboules de la vieille ville, un week-end volé dans un petit village du Beaujolais où personne ne connaissait le nom Marceau. Ils savaient, tous les deux, que leur histoire naviguait contre le courant, mais ils s'en moquaient. Mireille Marceau, cependant, n'était pas femme à se laisser berner. La mère de Gabriel, aristocrate jusqu'au bout des ongles manucurés,
avait bâti l'empire Marceau aux côtés de son mari avec une détermination de fer. Un soir, elle convoqua son fils dans le bureau familial de leur hôtel particulier du 6e arrondissement. « Cette liaison doit cesser », déclara-t-elle froidement. « Mathieu et moi avons des projets plus appropriés pour ton avenir. »« Des projets », répéta Gabriel, sentant la colère monter, « comme me marier à Cécile Perrault pour fusionner nos chaînes d'hôtels. »« Je ne suis pas une marchandise, mère. »« Non, tu es un Marceau, ce qui implique des responsabilités. Cette serveuse, elle s'appelle Lucie. Cette fille cherche seulement à grimper l'échelle sociale. C'est compréhensible, mais terriblement prévisible. » La confrontation fut brutale. Pour la première fois de sa vie, Gabriel tint tête à sa mère. Les semaines suivantes, l'atmosphère au manoir Marceau devint glaciale. Mathieu, le patriarche, tentait une médiation maladroite entre son épouse et son fils, mais son allégeance allait invariablement à Mireille, 6 mois après leur première rencontre, par un soir de neige légère qui transformait Lyon en carte postale. Gabriel emmena Lucie sur la colline de Fourvière, face au panorama de la ville illuminée. Il mit un genou à terre. « Je sais que c'est fou, » dit-il, la voix tremblante, tandis qu'il sortait un écrin de sa poche. « Que ça va contre tout ce qu'on attend de moi. Mais je refuse de laisser qui que ce soit décider de ma vie. Lucie Delaunay, veux-tu m'épouser ?» Les larmes aux yeux, Lucie regarda alternativement la bague, un saphir entouré de diamants, et cet homme qui lui offrait bien plus qu'un bijou, une promesse d'avenir où l'amour triompherait des conventions. « Oui », souffla-t-elle, alors que les flocons de neige se posaient sur ses cheveux. « Oui, je le veux. Ce qu'ils ignoraient, c'est que dans l'ombre de leur bonheur, des forces s'organisaient déjà pour faire échouer cette union qui menaçait l'ordre établi, tandis qu'ils s'embrassèrent sous la neige, scellant leurs promesses. Mireille Marceau décrochait son téléphone pour appeler une vieille connaissance. Cécile Perrault, l'héritière de la 2e plus grande chaîne hôtelière de France, qui nourrissait depuis toujours une obsession malsaine pour Gabriel. « Cécile, c'est Mireille. Nous avons un problème à régler. » Dans la nuit lyonnaise, le piège commençait à se refermer. Les 3 mois qui suivirent la demande en mariage passèrent comme dans un rêve. Malgré l'opposition farouche des Marceau, Gabriel avait tenu bon. Il avait même menacé de renoncer à son héritage si sa famille s'obstinait à rejeter Lucie. Devant cette détermination inébranlable, Mireille et Mathieu avaient finalement feint de s'incliner, acceptant à contre-cœur que les fiançailles soient annoncées dans le Figaro et que la cérémonie soit programmée dans la chapelle privée du domaine familial. « Je n'y crois toujours pas », confiait Lucie à Sonia, un soir de mai, alors qu'elles essayaient la robe de mariée dans le minuscule appartement de la future mariée. « Moi, Lucie Delaunay, je vais devenir Madame Marceau. » Sonia, qui ajustait l'ourlet de la robe en dentelle, secouait la tête avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Ma belle, je te souhaite tout le bonheur du monde. Mais ces gens-là, ils ne renoncent jamais. Méfie-toi. Tu te trompes. Gabriel est différent. Et même sa mère commence à m'accepter. La semaine dernière, elle m'a invitée à prendre le thé. Ce que Lucie ne mentionna pas, c'est que ce thé avec Mireille Marceau s'était révélé être une expérience glaciale. La matriarche avait passé l'heure à lui expliquer à demi-mot combien la vie d'épouse Marceau serait exigeante, combien elle serait scrutée, jugée et probablement trouvée insuffisante. La veille du mariage arriva, suivant la tradition, Lucie et Gabriel avaient décidé de passer cette dernière nuit séparée. Lucie s'était installée dans une suite de l'hôtel impérial, un cadeau de Gabriel, tandis que lui retournait une dernière fois au manoir familial. Tard dans la soirée, alors que Lucie mettait la touche finale à ses vœux, on frappa doucement à sa porte. Un employé de l'hôtel lui remit une enveloppe crème portant le sceau des Marceau. « Ceci vient d'être livré pour vous, mademoiselle Delaunay. » Le cœur battant, Lucie ouvrit l'enveloppe, s'attendant à un mot doux de son fiancé. À la place, elle découvrit une lettre dactylographiée et un chèque dont le montant la fit suffoquer. Lucie, après mûre réflexion, « Je dois me rendre à l'évidence. Notre mariage serait une erreur. Nous appartenons à des mondes incompatibles. Ma famille a raison. Nos différences sont trop grandes pour être surmontées. Je t'ai sincèrement aimé, mais l'amour ne suffit pas toujours. J'ai des responsabilités envers le nom que je porte, envers l'empire bâti par mes ancêtres. 6 juin, tu trouveras un chèque qui, je l'espère, t'aidera à commencer une nouvelle vie loin de Lyon. Considère-le comme une compensation pour les désagréments causés et une preuve de mon estime persistante.
Je te souhaite de trouver le bonheur que tu mérites, Gabriel. » Les mots dansaient devant ses yeux. C'était impossible. Pas Gabriel. Pas maintenant. Pas comme ça. Dans un état second, elle appela sa chambre au manoir, puis son portable, sans réponse. Elle contacta même la réception du manoir, où on lui affirma que M. Marceau ne souhaitait pas être dérangé. La nuit fut un cauchemar sans fin. Au petit matin, le visage ravagé par les larmes, Lucie se rendit seule à la chapelle. Elle devait voir de ses propres yeux, comprendre, les fleurs étaient déjà installées, des lys blancs, des roses pâles, des orchidées. Le piano attendait le musicien, les bancs vides semblaient de la narguer, au pied de l'autel. Lucie sortit la lettre et le chèque de son sac. D'un geste rageur, elle déchira le chèque en petits morceaux. « Voilà ce que je pense de ta compensation, Gabriel Marceau, » murmura-t-elle, la voix brisée, à cet instant précis, à des kilomètres de là, dans une clinique privée surplombant la baie de Nice. Gabriel Marceau émergeait lentement d'un sommeil artificiel. Sa tête était lourde, sa bouche pâteuse. Il tenta de se redresser, mais son corps semblait peser une tonne. « Doucement », dit une voix féminine à côté de lui. L'effet des sédatifs va mettre du temps à se dissiper. À travers sa vision floue, il distingua un visage encadré de cheveux auburn, Cécile Perrault, dans un tailleur immaculé, lui souriait avec une tendresse qui semblait presque authentique. « Cécile, qu'est-ce que tu fais là? Où suis-je? Tu es en sécurité? C'est tout ce qui compte, » répondit-elle en prenant sa main. « Tu as fait une crise de nerfs il y a 3 jours. Ta mère était morte d'inquiétude. 3 jours. » Gabriel tenta désespérément de rassembler ses souvenirs. « Non, c'est impossible. Le mariage, Lucie. » Un voile de tristesse calculée passa sur le visage de Cécile. « Gabriel, il n'y a pas de mariage. Tu as finalement réalisé que cette fille n'était pas faite pour toi. Tu lui as même écrit pour rompre et très généreusement compensé son désappointement. » « Non. » Gabriel tenta de se lever, mais une vague de nausée le cloua au lit. « Je n'ai jamais... » « Calme-toi, » intervint un homme en blouse blanche qui venait d'entrer. « Votre état est encore fragile, monsieur Marceau. Qui êtes-vous? Où est Lucie? Quel jour sommes-nous? Je suis le Döder Moreau. Vous êtes dans ma clinique depuis 3 jours. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Lundi, le mariage aurait dû avoir lieu samedi. Une vague de panique submergeait Gabriel. Je dois appeler Lucie. Immédiatement. Gabriel, soupira Cécile avec une patience théâtrale. Elle est partie. Avec le chèque que tu lui as offert, elle a quitté Lyon. C'est faux. Je n'ai jamais écrit de lettre. Je n'ai jamais signé de chèque. Le médecin échangea un regard entendu avec Cécile et prépara une seringue. Le déni fait partie du processus, expliqua-t-il. Son cerveau rejette la décision prise sous stress extrême, classique dans les cas de rupture prénuptiale. Pendant les jours qui suivirent, Gabriel fut maintenu dans un état de semi-conscience. On lui montrait des articles de journaux soigneusement sélectionnés, évoquant l'annulation du mariage de l'année. On lui répétait que Lucie était partie avec l'argent, qu'elle avait toujours été intéressée par sa fortune, dans ses rares moments de lucidité. Il parvenait à écrire des lettres désespérées, les confiant au personnel de la clinique pour qu'elles soient envoyées. Ces lettres finissaient invariablement dans les mains de Cécile, qui les lisait avidement avant de les détruire. Pendant ce temps, à Lyon, Lucie faisait face à sa propre tempête. Outre le chagrin d'amour, des nausées matinales persistantes l'avaient conduite chez un médecin. Le diagnostic était tombé comme un coup près. Elle était enceinte de 2 mois. Un bébé, avait-elle murmuré, les mains tremblantes posées sur son ventre encore plat. Un bébé de Gabriel. Sur le moment, sa première impulsion avait été de le contacter. Puis elle s'était souvenue de la lettre, du chèque déchiré, de l'humiliation. Une résolution nouvelle s'était formée en elle. Jamais aucun Marceau ne saurait qu'elle portait cet enfant. Jamais elle ne donnerait à Gabriel l'occasion de rejeter leur enfant comme il l'avait rejeté. Elle, 1 mois après la catastrophe, Lucie et Sonia chargeaient quelques valises dans une vieille Renault. « Tu es sûre de ton choix ?» demanda Sonia en jetant un dernier regard à l'immeuble où Lucie avait vécu ces dernières années. « Lyon est devenue trop petite pour moi », répondit Lucie, une main posée instinctivement sur son ventre. « Avignon m'attend. Et puis, tu as dit que ton cousin nous aiderait à trouver un local pour notre projet de pâtisserie. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle gardait précieusement, dans son journal intime, les morceaux du chèque déchiré, non pas par espoir ou par nostalgie, mais comme un rappel permanent que l'amour pouvait être la plus cruelle des illusions,
6 mois plus tard, dans la chaleur écrasante d'août, Gabrielle céda finalement aux pressions familiales constantes et à la manipulation psychologique savamment orchestrée. Dans les jardins du manoir Perrault à Cannes, il épousa Cécile lors d'une cérémonie fastueuse couverte par tous les magazines. Son visage sur les photos de mariage affichait le sourire figé d'un homme qui a perdu son âme. Le même jour, à des centaines de kilomètres de là, Lucie Delaunay donnait naissance à une petite fille, aux yeux d'un bleu-vert si particulier qu'il ne pouvait laisser aucun doute sur sa filiation. « Comment allez-vous l'appeler » demanda la sage-femme en déposant le nourrisson dans les bras tremblants de sa mère. Lucie contempla ce petit être, fruit d'un amour sincère empoisonné par la cupidité et les conventions sociales. « Sophie » murmura-t-elle. « Elle s'appellera Sophie. » Lyon. 20 ans plus tard, les premiers rayons du soleil printanier filtraient à travers les grandes baies vitrées du bureau directorial du Marceau-Perrault Plaza. Gabrielle, désormais quinquagénaire, contemplait la ville qui s'éveillait. Son reflet dans la vitre lui renvoyait l'image d'un homme élégant aux tempes grisonnantes, au regard toujours aussi perçant, mais où brillait une mélancolie jamais dissipée. « Monsieur Marceau ». La voix de sa secrétaire le tira de sa rêverie. « Les plans pour l'inauguration du nouvel hôtel sont arrivés, et madame souhaite vous voir pour finaliser la liste des invités. » Gabrielle hocha la tête sans se retourner. « Dites à ma femme que je passerai la voir après ma réunion avec les architectes. » Après 20 ans de mariage, le mot « femme » lui écorchait encore les lèvres lorsqu'il parlait de Cécile. Leur union, célébrée en grande pompe dans la presse économique comme la fusion hôtelière du siècle, n'avait jamais été qu'une façade, un arrangement commercial qui avait effectivement créé le plus grand conglomérat hôtelier de France, mais qui avait coûté à Gabrielle sa joie de vivre pour compenser ce vide affectif. Il s'était jeté corps et âme dans le travail, transformant l'empire Marceau-Perrault en une référence mondiale du luxe hôtelier. Chaque nouvelle ouverture, chaque acquisition, chaque récompense professionnelle n'était qu'une tentative désespérée de se prouver qu'il n'avait pas tout sacrifié en vain. Cécile, quant à elle, s'était parfaitement accommodée de ce mariage de convenance. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, le nom Marceau, le statut social et la garantie que Gabrielle ne serait jamais à aucune autre femme, que son mari ne l'aimât pas lui importait peu. L'essentiel était qu'il reste à ses côtés. Prisonnier d'une cage dorée qu'elle avait savamment construite, leur relation s'était encore détériorée après le mystérieux accident qui avait coûté la vie aux parents de Gabrielle. Le jet privé transportant Mireille et Mathieu Marceau s'était écrasé lors d'un vol vers Paris 8 ans plus tôt. L'enquête avait conclu à une défaillance mécanique, mais Gabrielle n'avait jamais totalement accepté cette explication. « Monsieur », insista la secrétaire, « il y a aussi le dossier pour la soirée d'inauguration du nouvel hôtel. Le responsable des relations publiques a suggéré plusieurs traiteurs potentiels. » Gabrielle prit le dossier avec un soupir las. Encore une soirée mondaine où il devrait jouer le rôle du magnate heureux et accompli. À quelques kilomètres de là, dans le quartier animé des Brotteaux, une devanture élégante attirait l'œil des passants. Saveur de maison, pâtisserie, un traiteur. À l'intérieur, l'odeur de viennoiserie fraîche et de café se mêlait aux éclats de rire et aux conversations. Lucie Delaunay, désormais propriétaire d'une chaîne florissante d'établissements gastronomiques, vérifiait les derniers détails d'une commande importante. À 43 ans, elle avait conservé sa beauté naturelle. Quelques fines rides marquèrent les coins de ses yeux, témoins silencieux des épreuves traversées, mais aussi des moments de bonheur arrachés à l'adversité. « Maman !» Une tornade blonde fit irruption dans la cuisine. « C'est officiel. J'ai mon diplôme avec mention. » Sophie, 20 ans, était le portrait craché de son père. Les mêmes yeux bleu-vert, le même sourire éblouissant, la même détermination tranquille. Elle brandissait fièrement son diplôme de l'école de gastronomie. « Ma chérie, c'est merveilleux. » Lucie enlaça sa fille, immensément fière. « Je n'ai jamais douté de toi. » Sonia, devenue chef exécutive de la chaîne après avoir été le pilier sur lequel Lucie s'était appuyée pour bâtir son entreprise, leva son fouet en signe de victoire, à la plus brillante diplômée de sa promotion. « Tu as ça dans le sang, ma petite. » Sophie rougit légèrement. « Et maintenant, phase 2 du plan, le master en management hôtelier. » Un silence inconfortable s'installa. Lucie et Sonia échangèrent un regard que Sophie intercepta immédiatement. « Maman, on en a déjà parlé. Je sais que tu préférerais me voir reprendre saveur de maison, mais ce n'est pas ça, » l'interrompit doucement Lucie. «
Je veux que tu suives ta voie. C'est juste que l'industrie hôtelière peut être impitoyable. Ce que Lucie ne pouvait expliquer, c'est que l'idée même que sa fille s'approche du monde qui lui avait brisé le cœur la terrifiait. Depuis 20 ans, elle avait soigneusement évité tout ce qui touchait de près ou de loin à l'Empire Marceau. Elle ne lisait jamais les pages économiques qui mentionnèrent leurs nouvelles acquisitions, détournait le regard quand leur publicité apparaissait. Tu dis ça comme si tu en avais fait l'expérience. Remarqua Sophie avec cette perspicacité qui la caractérisait. Pourtant, tu n'as jamais travaillé dans l'hôtellerie. Si. Lucie sentit son cœur se serrer. Tout au long de ces années, elle avait construit autour de la naissance de Sophie un récit soigneusement édulcoré, une histoire d'amour étudiante avec un jeune homme parti étudier à l'étranger avant de connaître l'existence de sa fille, un mensonge par omission qu'elle justifiait comme une protection nécessaire. « J'ai côtoyé ce milieu, disons, » répondit-elle évasivement. « Mais assez parlé de ça, ce soir. On fête ton diplôme. Sonia, tu te joins à nous. » Dans son bureau à l'autre bout de la ville, Cécile Marceau-Perrault parcourait la liste des invités pour l'inauguration du nouvel hôtel. Le joyau de leur empire, grande, élégante malgré la cinquantaine approchante, elle incarnait la femme d'affaires accomplie. Seuls ses proches collaborateurs connaissaient son caractère impitoyable et sa jalousie maladive. Le téléphone sonna. « Madame, votre neveu est arrivé de Suisse. Faites-le monter immédiatement. » Quelques instants plus tard, Philippe Perrault entrait dans le bureau. Fils unique du frère défunt de Cécile, il revenait tout juste de ses études à l'école hôtelière de Lausanne. À 26 ans, il représentait l'avenir de la branche Perrault du conglomérat. « Ma tante », salua-t-il avec une politesse distante. Leur relation avait toujours été complexe. Philippe avait grandi en observant le mariage de façade de sa tante, développant une aversion pour les arrangements commerciaux déguisés en relations personnelles. S'il respectait Gabriel pour son génie des affaires, il méprisait secrètement Cécile pour ce qu'il percevait comme un manque d'authenticité. « Philippe, tu arrives à point nommé. Le nouvel hôtel ouvre dans 1 mois. J'ai besoin que tu prennes en charge plusieurs aspects de l'inauguration. » Le jeune homme acquiesça, résigné. « J'imagine que je n'ai pas vraiment le choix. »« Bien sûr que si, » sourit Cécile, avec une douceur calculée. « Tu pourrais parfaitement retourner jouer les baroudeurs en Asie. Mais ce serait dommage de gâcher ton potentiel, non ? Sans compter que ton héritage dépend largement de ton implication dans l'entreprise familiale. » Philippe serra les dents. Il connaissait trop bien ce chantage émotionnel et financier. « Très bien. Quelles sont les priorités ? » La restauration. Pour commencer, je veux quelque chose d'innovant, qui fasse parler, pas les traiteurs habituels. Trouve-moi une perle rare. Ce même soir, Sophie consultait frénétiquement son ordinateur, parcourant les offres de stage dans l'hôtellerie de luxe. Son téléphone vibra. Un message de l'université confirmant son admission au master. « C'est fait », murmura-t-elle avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Son regard fut attiré par une annonce qui venait d'apparaître. Stage prestigieux, administration hôtelière, nouvel établissement 5 étoiles, Lyon. Sans hésiter, elle cliqua pour voir les détails. Le logo bleu et or des hôtels Marceau-Perrault s'afficha à l'écran. Sophie ignorait tout de l'histoire tragique liée à ce nom. Pour elle, c'était simplement la chaîne hôtelière la plus prestigieuse de France, un tremplin idéal pour sa carrière. Après une courte réflexion, elle envoya sa candidature, un sourire déterminé aux lèvres, à cet instant précis, dans sa villa surplombant la Saône. Gabriel Marceau fixait une ancienne photo soigneusement cachée dans son bureau personnel. Seul vestige d'un bonheur englouti 20 ans plus tôt, une jeune femme souriante devant l'hôtel impérial. Lucie, que devenait-elle? Avait-elle refait sa vie? Était-elle heureuse? Il n'imaginait pas un instant que le destin s'apprêtait enfin à boucler la boucle. Et que bientôt, très bientôt, leur monde séparé allait entrer en collision. Le nouveau fleuron de l'empire Marceau-Perrault se dressait majestueusement sur les quais de Saône, mêlant architecture classique et touches contemporaines. Le Grand Marceau, comme on l'appelait déjà, représentait l'investissement le plus ambitieux du groupe depuis sa création. Dans le hall encore fermé au public, une armée d'employés s'activait pour les derniers préparatifs avant l'inauguration prévue le soir même. Gabriel, impeccable dans son costume sur mesure, supervisait les ultimes détails avec cette précision maniaque qui avait fait sa réputation,
Les compositions florales de l'entrée sont trop imposantes, remarqua-t-il auprès du responsable événementiel qui le suivait comme son ombre. On dirait un enterrement, pas une célébration. Faites-les remplacer. Philippe Perrault s'approcha, tenant une tablette affichant des graphiques. Les réservations explosent déjà, annonça-t-il. La campagne de presse a fonctionné au-delà de nos espérances. Gabriel hocha distraitement la tête. Le succès commercial, autrefois source d'excitation, n'était plus qu'une confirmation attendue. À quoi bon bâtir un empire quand on n'a personne avec qui le partager véritablement? Et pour le traiteur de ce soir, demanda-t-il. J'ai trouvé une alternative aux propositions de Cécile, répondit Philippe avec un sourire complice. Une entreprise locale en pleine ascension, saveur de maison, leurs créations sont révolutionnaires, traditionnelles mais réinventées. C'est exactement ce qu'il nous faut pour marquer les esprits. Gabriel haussa un sourcil peu convaincu. Cécile a validé ce changement. Pas encore. J'attendais ton feu vert. Cet acte de petite rébellion fit sourire Gabriel. Il appréciait la franchise de Philippe, si rare dans leur milieu d'hypocrisie polie. Très bien, arrange une rencontre avec leur responsable, aujourd'hui, si possible. Dans les cuisines de saveurs de maison, l'agitation était à son comble. Lucie, entourée de ses chefs, étudiait la proposition inattendue reçue la veille. Le Marceau Perrault. Sonia secouait la tête, incrédule. « Tu ne peux pas sérieusement envisager de travailler pour eux ?» Lucie restait pensive. 20 ans s'étaient écoulés. Elle avait construit sa vie. Son entreprise, élevé sa fille, la douleur s'était estompée, remplacée par une indifférence qu'elle avait cultivée consciencieusement. « C'est strictement professionnel », répondit-elle finalement. « L'inauguration d'un établissement comme le Grand Marceau, c'est une exposition médiatique énorme pour nous. Ce serait commercial suicide de refuser par sentimentalisme. Sentimentalisme, chuchota Sonia, incrédule. Ce salaud t'a abandonnée enceinte. Baisse d'un ton, s'il te plaît, trancha Lucie en jetant un regard inquiet vers la porte. Sophie pourrait entendre. Et puis, c'est de l'histoire ancienne. Nous sommes des professionnels avant tout. Sa décision était prise. Bien qu'une boule d'angoisse se formait dans son estomac, elle ne risquait probablement même pas de croiser Gabriel. Les grands patrons déléguaient ce genre de détails logistiques. La réunion est à quelle heure ? Demanda-t-elle en consultant son agenda. 14 heures, directement à l'hôtel, répondit son assistante. Avec M, Perrault. Lucie sentit un frisson la parcourir. Perrault, le nom de la femme qui avait épousé Gabriel. Mais c'était sans doute un autre membre de cette famille. Sophie sortait de son entretien, le cœur battant d'excitation. La responsable des ressources humaines lui avait pratiquement confirmé que le stage était pour elle. « Vos qualifications sont parfaites, mademoiselle Delaunay, et votre passion pour l'hôtellerie est évidente. Nous finaliserons votre contrat d'ici la fin de semaine. » En traversant le hall majestueux, Sophie ne put s'empêcher de s'imaginer y travailler. Quelque chose dans ces lieux lui semblait étrangement familier, presque comme un retour aux sources qu'elle ne pouvait expliquer. Impressionnant, n'est-ce pas ? Elle sursauta. Un jeune homme élégant l'observait avec un sourire amusé. « Pardon, je vous ai effrayé, Philippe Perrault, » se présenta-t-il en lui tendant la main. « Vous êtes une future cliente. »« Future stagiaire, en fait, » répondit Sophie. « Sophie Delaunay. Je viens de passer mon entretien. » Une étincelle d'intérêt s'alluma dans le regard de Philippe. Delaunay, comme le traiteur. « Oh, ma mère !» confirma-t-elle avec un mélange de fierté et d'agacement, toujours présentée comme la fille de, jamais simplement comme elle-même. Quelle coïncidence! Je dois justement rencontrer votre mère aujourd'hui pour discuter de l'inauguration. Sophie écarquilla les yeux. Ma mère vient ici. Elle ne m'a rien dit. Le monde est petit, philosopha Philippe, et encore plus petit dans notre industrie. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de plusieurs responsables réclamant l'attention de Philippe. Il s'excusa avec regret. « J'espère que nous aurons l'occasion de continuer cette conversation. »« Mademoiselle Delaunay » Sophie acquiesça, troublée par cette rencontre et plus encore par cette révélation concernant sa mère. 14 heures, Lucie arrivait devant l'imposante façade du Grand Marceau. Sa main tremblait légèrement lorsqu'elle poussa la porte tournante. « Ridicule » se sermonna-t-elle intérieurement. « Tu n'es plus cette jeune fille naïve. Tu es une femme d'affaires accomplie. » Dans le hall, un employé la conduisit vers une salle de réunion.
La décoration somptueuse, typique de la marque Marceau, lui rappela brusquement ces couloirs qu'elle arpentait 20 ans plus tôt, timide serveuse impressionnée par le luxe. La porte s'ouvrit sur un jeune homme qui se présenta comme Philippe Perrault. Son visage avenant et son approche directe la mirent immédiatement à l'aise. « Madame Delaunay, je vous remercie d'avoir répondu si promptement à notre invitation. Vos créations ont une réputation exceptionnelle. » Ils discutèrent un moment des attentes pour l'événement du soir, le nombre d'invités, le type de prestations souhaitées, le budget. Lucie se surprit à apprécier cet échange professionnel, notant mentalement que sa crainte était infondée. « Je pense que nous sommes sur la même longueur d'onde », conclut Philippe. « Il reste juste la validation finale de notre directeur général. Il devrait nous rejoindre d'un instant à l'autre. » Lucie sentit son sang se glacer. « Je croyais que vous aviez autorité pour décider. »« Presque », sourit Philippe. « Mais mon oncle aime garder un œil sur chaque détail. C'est ce qui fait sa réussite. » Son oncle, bien sûr, Philippe était le neveu de Cécile, ce qui faisait de Gabriel son oncle par alliance. La porte s'ouvrit, avant qu'elle n'ait pu trouver une excuse pour s'éclipser, et il était là, plus âgé, quelques rides au coin des yeux, les tempes légèrement grisonnantes, mais ses yeux, ce bleu-vert si particulier que sa fille avait hérité, étaient restés les mêmes. Gabriel s'immobilisa sur le seuil. Le souffle coupé, malgré les années, il l'aurait reconnue entre mille. Lucie, sa Lucie, celle qu'il n'avait jamais pu oublier. « Je vous présente Lucie Delaunay, de Saveur de Maison », annonça Philippe, inconscient du drame silencieux qui se jouait devant lui. Un silence pesant s'installa, que Gabriel rompit finalement d'une voix qu'il s'efforçait de maîtriser. « Madame Delaunay et moi nous connaissons déjà. » Philippe les regarda tour à tour, intrigué par la tension palpable. « Vraiment, c'était il y a longtemps, » trancha Lucie, le visage fermé. Une autre vie, quelque chose dans sa voix. Cette froideur, ce ressentiment à peine dissimulé, déchira Gabriel. Qu'espérait-il? Des retrouvailles émouvantes, un pardon miraculeux. « Philippe, pourrais-tu nous laisser un moment ?» demanda-t-il sans quitter Lucie des yeux. Le jeune homme s'éclipsa, visiblement perplexe, lorsque la porte se referma. Gabriel fit un pas vers Lucie, qui se raidit instantanément. « Ne t'approche pas, » prévint-elle. « Je suis ici uniquement pour affaires. 20 ans, murmura-t-il. 20 ans sans un mot, sans savoir ce que tu étais devenue. J'ai essayé de te retrouver, Lucie, pendant des mois, des années. » Un rire amer s'échappa des lèvres de Lucie. « Quelle belle performance ! Après ta lettre et ton chèque, j'aurais cru que tu préférais m'oublier. » La confusion se peignit sur le visage de Gabriel. « Quelle lettre, quel chèque ! Je n'ai jamais... Épargne-moi ces mensonges, » coupa-t-elle. « C'est insultant. Si tu veux vraiment que ma société s'occupe de ton inauguration, restons-en aux affaires. Le passé est mort et enterré. » À cet instant précis, la porte s'ouvrit à nouveau, mais ce n'était pas Philippe qui entrait. C'était Sophie. « Maman, on m'a dit que tu étais ici. Je voulais te faire une surprise. J'ai décroché le stage. » Le monde s'arrêta de tourner pour Gabriel. Cette jeune femme qui venait d'entrer, ce visage, ses yeux, ce sourire, c'était comme se regarder dans un miroir qui aurait effacé 30 ans. « Sophie », balbutia Lucie, le visage soudain livide. « Je ne savais pas que tu... Vous êtes Monsieur Marceau, n'est-ce pas ?» Sophie s'avança, ignorant le trouble évident des deux adultes. « Je suis honorée de vous rencontrer. Je viens d'être acceptée en stage dans votre service administratif. » Gabriel ne pouvait détacher son regard de la jeune femme. Les calculs se faisaient automatiquement dans son esprit. 20 ans, l'âge qu'aurait eu son enfant si Lucie avait été enceinte au moment de leur séparation. « Sophie », dit-il d'une voix étranglée. « Enchantée de faire votre connaissance. » Lucie, comprenant ce qui traversait l'esprit de Gabriel, s'interposa physiquement entre eux, comme pour protéger sa fille d'un danger imminent. « Sophie, nous discuterons de tout cela plus tard, » dit-elle fermement. « J'ai encore quelques détails professionnels à régler avec Monsieur Marceau. » À contre-cœur, Sophie quitta la pièce, laissant derrière elle un silence assourdissant. Dans ce silence, 2 décennies de non-dits, de regrets et de questions sans réponse. La porte venait à peine de se refermer derrière Sophie que Gabriel vacilla, s'appuyant contre le bord de la table pour ne pas chanceler. « Elle est ma fille,
N'est-ce pas » murmura-t-il, les yeux rivés sur l'endroit où Sophie se tenait quelques secondes plus tôt. Lucie croisa les bras, créant une barrière physique entre eux. Ce n'est pas le moment, ni l'endroit, ni... Réponds-moi, Lucie, j'ai le droit de savoir. Le droit. Sa voix tremblait de colère contenue. Tu as perdu tous tes droits il y a 20 ans. Sophie est ma fille. Je l'ai élevée seule, sans jamais rien demander à personne. Et certainement pas à toi. Tu étais enceinte quand tu as reçu cette prétendue lettre. Ça n'a plus d'importance. Lucie rassembla ses documents, déterminée à mettre fin à cette conversation. Concernant votre soirée, je vais transmettre le dossier à mon équipe, mais je ne serai pas présente personnellement. Gabrielle fit un pas vers elle, la suppliant du regard. Ne pars pas comme ça. Pas encore. Pas après toutes ces années. Il faut qu'on parle, Lucie. Il n'y a rien à dire. Si ta fille, si Sophie travaille ici, nous allons nous croiser. Nous ne pouvons pas faire comme si de rien n'était. Lucie s'immobilisa, la main sur la poignée de la porte. Il avait raison. Et c'était précisément ce qui la terrifiait. Pendant 20 ans, elle avait soigneusement construit une existence loin de tout ce qui touchait au Marceau. Et en un instant, tout s'écroulait. « Ne t'approche pas d'elle », dit-elle finalement sans se retourner. « Elle ne sait rien de toi, et c'est mieux ainsi. » Sur ces mots, elle quitta la pièce. Laissant Gabrielle seule avec le choc de la découverte et l'amertume des occasions perdues. « Maman, tu ne m'avais pas dit que tu connaissais les Marceau ?» Sophie et Lucie se trouvèrent dans la voiture. Rentrant vers leur appartement, le trajet s'était fait dans un silence pesant, jusqu'à ce que Sophie ne le brise enfin. « Je les connais à peine », répondit Lucie, concentrée sur la route. « J'ai travaillé brièvement pour eux, avant ta naissance. C'était sans importance. Sans importance. » Sophie tourna la tête vers sa mère, sceptique. « J'ai vu comment vous vous regardiez. Monsieur Marceau et toi, c'était... bizarre, comme si vous aviez vu un fantôme. » Lucie serra le volant plus fort. Sa fille avait toujours été trop perspicace pour son propre bien. C'était simplement surprenant de recroiser quelqu'un après tant d'années. Et ça ne te dérange pas que je travaille pour lui? Une question piège. Lucie prit le temps de formuler sa réponse avec soin. Sophie, tu as 20 ans. Tu construis ton avenir selon tes propres choix. Je serais une mauvaise mère si je t'imposais mes préférences professionnelles ou mes anciennes relations. Alors, tu ne vas pas me demander de refuser ce stage. Non. Le mot lui arrachait presque la gorge. Mais promets-moi d'être prudente. Le monde des affaires peut être impitoyable. Sophie sourit, soulagée. Je te le promets. De toute façon, c'est avec Philippe Perrault que je travaillerai principalement. Il a l'air très sympa. Lucie jeta un regard inquiet à sa fille. Quelque chose dans sa voix quand elle mentionnait ce Philippe. Sympa comment? Sophie rougit légèrement. Professionnel, intéressant, cultivé. Sophie, commença Lucie, alarmée. Ce n'est pas un bon départ de s'intéresser romantiquement à un supérieur, encore moins à un membre de cette famille. Qui parle de romance? Protesta Sophie. J'ai juste dit qu'il était sympa, et puis, techniquement, il n'est pas un Marceau, mais un Perrault. Ce qui n'est guère mieux, pensa Lucie. Mais elle garda cette réflexion pour elle. Dans son bureau du Grand Marceau, Gabrielle fixait l'écran de son ordinateur sans le voir. Le dossier du personnel était ouvert, affichant le CV de Sophie Delaunay, née le 15 août 2000, exactement 9 mois après ce qui aurait dû être leur mariage. Ma fille, j'ai une fille. La révélation tournait en boucle dans son esprit, mêlant émerveillement et déchirement. 20 années perdues, 20 ans à ignorer son existence, à manquer chaque étape de son développement, ses premiers pas, ses premiers mots, ses premiers jours d'école. Quelqu'un frappa à la porte. « Entrez », dit-il mécaniquement. Philippe apparut, le regard interrogateur. « Tout va bien avec Madame Delaunay. J'ai croisé sa fille en sortant. La ressemblance avec toi est frappante. » Gabrielle releva brusquement la tête. « Que veux-tu dire ? Ses yeux sont caractéristiques de la famille Marceau, et sa façon de froncer les sourcils quand elle réfléchit. » Philippe s'interrompit, observant la réaction de son oncle. « Tu ne le vois pas, Philippe ? Ce que je vais te demander doit rester entre nous. » Le jeune homme acquiesça, soudain sérieux. « Cette jeune femme, Sophie, je veux que tu la traites avec une attention particulière. Assure-toi qu'elle soit affectée à des projets intéressants. Garde un œil sur elle. Tu la connais, n'est-ce pas ?» Gabrielle hésita. « Disons que j'ai connu sa mère. » Il y a longtemps, Cécile Marceau-Perrault déambulait dans les couloirs du Grand Marceau
Vérifiant personnellement chaque détail de la soirée à venir, après toutes ces années, elle restait obsédée par le contrôle, incapable de déléguer les décisions importantes. Son téléphone vibra. Un message de son assistante l'informait qu'un nouveau traiteur avait été engagé pour la soirée d'inauguration. Saveur de maison. Elle fronça les sourcils. Ce n'était pas son choix initial. Qui a autorisé ce changement ? Demanda-t-elle sèchement, en rejoignant son assistante à la réception. Monsieur Perrault et Monsieur Marceau, madame. Ils ont rencontré la propriétaire ce matin. La propriétaire. Son nom, Lucie Delaunay, je crois. Le visage de Cécile se figea. Delaunay, un nom qu'elle n'avait pas entendu depuis des années, mais qui continuait de hanter les cauchemars de Gabrielle. Combien de fois l'avait-elle entendu murmurer ce prénom dans son sommeil agité ? Annulez, ordonna-t-elle. Revenez au traiteur initial. Mais, madame, les contrats sont déjà signés et... J'ai dit, annulez. À cet instant précis, Sophie passait dans le hall, discutant avec une autre stagiaire. Cécile l'observa distraitement, puis se figea. Ses yeux, cette allure, cette manière de se tenir. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. « Cette jeune femme, qui est-ce » demanda-t-elle en indiquant Sophie du menton. « Une nouvelle stagiaire, madame. Elle commence lundi dans le service administration. Son nom, Sophie Delaunay. » Le monde sembla vaciller sous les pieds de Cécile. Delaunay encore, ce n'était pas une coïncidence. Avec un œil exercé par des années de paranoïa jalouse, elle calculait rapidement l'âge probable de cette jeune femme, 20 ans, approximativement, précisément le temps écoulé depuis. « Faites-la venir dans mon bureau, immédiatement. » Sophie suivit l'assistante avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Rencontrer la célèbre Cécile Marceau-Perrault, dès son premier jour, n'était pas prévu au programme. Le bureau de la directrice générale était à l'image de sa réputation, impeccablement ordonné, élégant mais froid, sans aucune touche personnelle, à l'exception d'une photo de mariage posée stratégiquement sur le bureau. « Mademoiselle Delaunay », Cécile ne lui proposa pas de s'asseoir. « Votre CV est intéressant. Pourquoi avoir choisi notre établissement pour votre stage ? Votre groupe est le leader incontesté de l'hôtellerie de luxe en France, » répondit Sophie, sincèrement. Apprendre auprès des meilleurs me semblait logique. « Et votre mère vous a encouragé dans cette voie ?» Sophie hésita, surprise par cette question personnelle. « Pas particulièrement. Ma mère préférerait que je me concentre sur notre entreprise familiale. Qui est saveur de maison, nous sommes spécialisés en pâtisserie fine et traiteurs événementiels. » Cécile eut un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Fascinant. Et votre père, que pense-t-il de votre carrière ?» Le visage de Sophie se ferma légèrement. « Je n'ai pas de père. Tout le monde a un père, mademoiselle. Biologiquement parlant. Je voulais dire, je n'ai jamais connu le mien. Il est parti avant ma naissance. Ou on lui a fait croire qu'il était parti, » pensa Cécile avec une rage froide. Elle observa plus attentivement le visage de la jeune femme. Ses yeux, cette ligne de mâchoire, indéniablement Marceau. « Eh bien, » dit-elle finalement, la voix mielleuse. « Bienvenue parmi nous. Sophie, j'ai hâte de voir comment vous vous intégrerez à notre famille. » Ce soir-là, Lucie tournait en rond dans son appartement, incapable de se concentrer. La rencontre avec Gabrielle avait rouvert des blessures qu'elle croyait cicatrisées depuis longtemps. Et maintenant, sa fille allait travailler sous ses ordres. Inconsciente du lien qui les unissait, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. « Allô ? Lucie, c'est moi. Ne raccroche pas, je t'en prie. » La voix de Gabrielle, après toutes ces années, elle la reconnaîtrait entre mille. « Comment as-tu eu ce numéro ? » Les contrats pour ce soir, ton numéro professionnel y figurait. Un silence. « Je dois te voir, Lucie. Pas pour moi, mais pour Sophie. Il y a tant de choses que tu ignores, tant d'explications. Quelles explications pourraient justifier 20 ans d'absence ? Je ne savais pas, Lucie. Je te jure que je ne savais pas pour ta grossesse, si j'avais su. Tu aurais fait quoi ? Exactement, coupa-t-elle. Quitter ta précieuse femme, renoncer à ton empire. Ne sois pas ridicule. Je mérite ta colère, mais Sophie mérite la vérité. Ces mots touchèrent une corde sensible. Depuis des années, Lucie se demandait si son silence protégeait vraiment sa fille, ou servait surtout à se protéger elle-même. « Je ne peux pas ce soir, dit-elle finalement. L'inauguration. Demain,
Alors, retrouve-moi au jardin botanique du parc de la Tête d'Or. 11 heures, s'il te plaît. Lucie. Après un long silence, elle accepta. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, était peut-être préférable à ce silence qui l'étouffait depuis 20 ans. L'inauguration du Grand Marceau fut, comme prévu, l'événement mondain de l'année à Lyon. Sous les lustres scintillants, l'élite économique et politique se pressait, admirant l'architecture spectaculaire, savourant les créations culinaires de saveurs de maison. Fidèle à sa parole, Lucie n'était pas venue. Elle avait délégué à Sonia la supervision de la soirée, prétextant une migraine. En réalité, elle était restée chez elle, relisant de vieux journaux intimes, exhumant des souvenirs soigneusement enterrés depuis 2 décennies, dans un des tiroirs de sa commode, sous des piles de vêtements soigneusement pliés, se trouvait une boîte en bois de rose, à l'intérieur, quelques photos jaunies, une mèche de cheveux de Sophie bébé, et les morceaux du fameux chèque, conservés comme un rappel de la trahison. Lucie les étala sur sa table basse, contemplant ces fragments de papier qui avaient changé le cours de sa vie. Au même moment, dans les salons du Grand Marceau, Gabriel jouait parfaitement son rôle d'hôte, mais son esprit était ailleurs. Il cherchait Lucie parmi les serveurs de saveurs de maison, sachant au fond qu'elle ne viendrait pas. Sophie, elle, était présente, travaillant officiellement comme assistante pour cette soirée d'inauguration. Vêtue d'un tailleur élégant, elle prenait des notes, guidait les invités perdus, résolvait les petits problèmes avec une efficacité qui n'échappait pas à Gabrielle, sa fille. Cette pensée ne cessait de l'émerveiller et de le tourmenter simultanément. « Elle est vraiment douée », remarqua Philippe en s'approchant. « Une recrue prometteuse. » Gabrielle hocha la tête, incapable de formuler à voix haute l'émotion qui l'étreignait. Philippe suivit son regard. « Tu comptes lui dire un jour ?» Gabrielle se tourna brusquement vers son neveu. « Comment ? » ?»« Je ne suis pas aveugle, » répondit simplement Philippe. « Ses yeux sont les tiens. » Et puis, j'ai fait le calcul. 20 ans, l'âge de Sophie coïncide parfaitement avec ton mariage soudain avec Cécile. Avant que Gabrielle ne puisse répondre, Cécile apparut à leur côté, resplendissante dans une robe haute couture, un sourire figé sur les lèvres. « Le ministre des Finances vient d'arriver, » annonça-t-elle. « Il souhaite te féliciter personnellement. » Son regard acéré se posa sur Sophie qui, à quelques mètres de là, discutait avec un serveur de saveurs de maison. Gabrielle perçut immédiatement la lueur dangereuse dans les yeux de sa femme. Elle savait. « Je m'en occupe », répondit-il, posant une main apaisante sur le bras de Cécile. « Superbe soirée. Tout le monde est impressionné. » Le compliment glissa sur elle sans l'atteindre. « Je veux cette fille hors de notre hôtel, dès demain. » Gabrielle sentit son sang se glacer. « Cécile, ne me prends pas pour une idiote, » siffla-t-elle entre ses dents, maintenant son sourire de façade pour les invités qui les observaient. « Je reconnais le sang des Marceaux quand je le vois. Cette petite bâtarde est sa mère. Ne parle pas d'elle comme ça, » l'interrompit Gabrielle, la voix soudain dure. Cécile laissa échapper un rire sans joie. « Après toutes ces années, tu la défends encore, touchant. Profite bien de ce moment de retrouvailles familiales, Gabrielle. Il sera de courte durée. » Sur ces mots, elle s'éloigna gracieusement vers le ministre, laissant derrière elle une menace à peine voilée. Le lendemain matin, le jardin botanique du parc de la Tête d'Or offrait une oasis de tranquillité après l'effervescence de la soirée. Lucie arriva en avance, vêtue d'un simple jean et d'un pull léger, ses cheveux rassemblés en queue de cheval négligée. Elle avait délibérément choisi de ne pas s'apprêter. Cette rencontre n'était pas un rendez-vous, juste une conversation nécessaire. Gabrielle l'attendait déjà près de la roseraie. Contemplant les fleurs comme s'il y cherchait une inspiration, lui aussi avait opté pour une tenue décontractée, loin de son image publique de magnate toujours tirée à 4 épingles. « Merci d'être venu », dit-il simplement lorsqu'elle s'approcha. Ils marchèrent un moment en silence, suivant les allées soigneusement entretenues. Autour d'eux, des familles profitaient du beau temps, des enfants courant et riant, scènes ordinaires d'un bonheur qui leur avait été refusé. « La soirée s'est bien passée », commença maladroitement Gabrielle. « Tes équipes ont fait des merveilles. »« Je ne suis pas venue parler business », trancha Lucie. « Non, bien sûr. » Il prit une profonde inspiration. « Lucie, je sais que rien ne pourra réparer ces 20 années perdues, mais je dois te dire ma vérité, même si tu choisis de ne pas me croire. » Il lui raconta alors tout, son réveil dans la clinique de Nice, les médicaments,
la manipulation, les lettres jamais reçues. Je n'ai jamais écrit cette lettre ni signé ce chèque, affirma-t-il avec une intensité qui ébranla Lucie malgré elle. J'ai été droguée la veille de notre mariage. Quand j'ai finalement réalisé ce qui s'était passé, des semaines plus tard, tu avais disparu. J'ai essayé de te retrouver, mais... Mais quoi? La voix de Lucie tremblait légèrement. Ma famille contrôlait tout. Mes appels, mon courrier, mes déplacements. Je n'étais pas en état de lutter. Pas immédiatement. Et quand j'ai finalement repris mes esprits, on m'a fait croire que tu étais partie avec l'argent, heureuse de ta nouvelle vie. Et tu les as crus. La douleur dans la voix de Lucie était palpable. Au début, non. Mais après des mois de recherches infructueuses, après des dizaines de lettres sans réponse, il haussa les épaules, impuissant. Et puis Cécile était toujours là, patiente, compréhensive. Ma famille, les Perrault, tout le monde me poussait vers elle. Le mariage, la fusion des entreprises, c'était comme si mon destin avait été écrit par d'autres. Lucie s'arrêta devant un massif de roses blanches, celles-là même qui auraient dû décorer leur mariage. « J'ai gardé les morceaux du chèque », dit-elle doucement. « Pendant 20 ans, ils ont représenté à mes yeux la preuve de ta trahison. » Ah, et maintenant ? Maintenant, je ne sais plus si ce que tu dis est vrai. Tu penses que je t'aurais abandonné si j'avais su pour Sophie ? Le nom de leur fille entre eux créa un lien fragile mais tangible. Elle te ressemble tellement, murmura Lucie. Ses yeux, sa façon de froncer les sourcils quand elle réfléchit. J'ai passé 20 ans à voir ton fantôme dans chacun de ses gestes. Gabriel dut lutter contre l'envie de la prendre dans ses bras. Je veux la connaître, Lucie. Pas pour lui imposer quoi que ce soit, mais juste la connaître, savoir qui elle est. Elle n'est pas prête. Je ne suis pas sûre de l'être moi-même. Nous avons été manipulés, Lucie, séparés par un plan soigneusement orchestré, qui sait ce que Cécile a encore inventé. À la mention de ce nom, Lucie frissonna. Elle est dangereuse, obsessionnelle, possessive. Gabriel soupira profondément. Notre mariage a toujours été une façade. Elle le savait, je le savais, mais elle s'est accrochée à cette illusion avec une détermination effrayante. Sophie travaille pour vous maintenant. Elle sera en contact avec elle. Je la protégerai, promit Gabriel. Mais nous devons lui dire la vérité, avant qu'elle ne la prenne d'une autre façon. Lucie secoua la tête, pas encore prête à franchir ce pas. J'ai besoin de temps. Tu ne peux pas surgir dans sa vie comme ça, après 20 ans. Combien de temps, Lucie ? Je ne sais pas. Laisse-moi digérer tout ça. Vérifier ton histoire. Gabriel acquiesça, comprenant sa réticence. Il sortit une carte de sa poche et la lui tendit. Mon numéro personnel, pas celui du bureau, appelle-moi quand tu seras prête. Alors qu'ils se séparaient, une silhouette se dissimulait derrière un arbre. Les observant attentivement, Philippe Perrault avait suivi son oncle. Intrigué par son comportement inhabituel, ce qu'il venait d'entendre dépassait largement ses soupçons initiaux. Ce soir-là, Sophie dînait avec sa mère, partageant son enthousiasme pour son premier jour officiel au grand marceau prévu pour le lendemain. J'ai été affectée directement sous la supervision de Philippe Perrault, annonça-t-elle, les yeux brillants. C'est une opportunité incroyable. Philippe Perrault, répéta Lucie, tendue, le neveu de Cécile. Il est différent du reste de la famille, défendit Sophie. Beaucoup plus, authentique. Lucie nota la légère rougeur sur les joues de sa fille. Pas ça, pensa-t-elle. Pas un autre Perrault. Sophie, promets-moi d'être prudente, de garder une distance professionnelle. Ces gens quoi, maman ? Sophie commençait à s'impatienter. Tu agis bizarrement depuis que j'ai décroché ce stage. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Lucie ouvrit la bouche, puis la referma, incapable de formuler la vérité. Pas encore. Je m'inquiète, c'est tout. Les grandes familles comme les Marceau-Perrault jouent selon leurs propres règles. Monsieur Marceau avait l'air particulièrement intéressé par mon profil, poursuivit innocemment Sophie. Il m'a même proposé de suivre plusieurs départements pour ma formation, c'est une chance inouïe. Il veut se rapprocher d'elle, comprit Lucie, partagée entre l'inquiétude et une étrange forme de soulagement. Au moins, Gabriel semblait sincère dans son désir de connaître leur fille. « Sophie », commença-t-elle prudemment, « que sais-tu de ton père ?» La question, surgissant de nulle part, prit Sophie au dépourvu. « Pas grand-chose. Un étudiant que tu as connu à Lyon, parti à l'étranger avant ma naissance. Pourquoi cette question maintenant ? Je me disais, peut-être qu'il est temps que tu en saches davantage. » Les yeux de Sophie s'agrandirent.
Tu as des nouvelles de lui? Pas exactement, mais j'ai réfléchi à certaines choses. Sophie l'observa avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Depuis toujours, le sujet de son père était resté tabou, entouré d'un flou savamment entretenu par sa mère. « Je veux savoir », affirma-t-elle avec détermination. « Tout. » Lucie hocha lentement la tête. « Bientôt, je te promets. » Ce qu'aucune d'elles ne savait, c'est que « bientôt » arriverait plus vite que prévu. Dans son bureau du manoir familial, Cécile Marceau-Perrault orchestrait déjà sa contre-attaque. Déterminée à éliminer cette menace inattendue qui risquait de faire s'écrouler l'empire qu'elle avait si méticuleusement bâti sur des mensonges, le premier mois de Sophie au Grand Marceau passa comme un tourbillon. Son intelligence vive et sa nature travailleuse impressionnèrent ses collègues. Tandis que son charme naturel lui attirait la sympathie du personnel, seule Cécile Marceau-Perrault gardait une distance glaciale, l'observant comme un faucon surveille sa proie. Sophie travaillait principalement avec Philippe, qui se révélait être un mentor attentionné. Leur collaboration professionnelle se teintait progressivement d'une complicité que ni l'un ni l'autre ne cherchait à dissimuler. Leur pause café s'allongeait, leurs conversations dérivaient souvent vers des sujets personnels, et leurs regards en disaient long sur l'attraction naissante. « Tu as toujours voulu travailler dans l'hôtellerie ?» demanda Philippe un soir, alors qu'il finalisait un dossier pour le conseil d'administration. « Aussi loin que je me souvienne ?» répondit Sophie en souriant. « Enfant, je transformais ma chambre en hôtel et j'obligeais ma mère à jouer les clients. » Pas d'influence paternelle dans ce choix. La question, apparemment innocente, fit se rembrunir Sophie. « Je n'ai jamais connu mon père. » Philippe l'observait attentivement, depuis sa découverte au parc. Il hésitait sur la conduite à tenir. Il savait que son oncle était le père de Sophie, mais respectait-il plus sa loyauté familiale ou la vérité? Cette jeune femme dont il se rapprochait dangereusement méritait-elle de connaître ses origines? « Ma mère a toujours été vague sur le sujet », poursuivit Sophie, interprétant son silence comme une invitation à continuer. « Un étudiant étranger, parti avant ma naissance. Mais elle agit étrangement depuis que je travaille ici, hier encore. Elle m'a presque fait un interrogatoire sur mes interactions avec ton oncle. » Philippe sentit son cœur s'accélérer. « Mon oncle, Gabriel. Oui, il est particulièrement attentif à mon travail, tu sais. Il m'a même invité à participer à des réunions stratégiques normalement réservées aux cadres supérieurs. Bien sûr qu'il est attentif, pensa Philippe. Tu es sa fille, Sophie. Que dirais-tu d'explorer un peu les archives de l'hôtel ce soir ? Proposa-t-il soudainement. Il y a tout un pan d'histoire de l'entreprise dans l'ancien bureau de Mireille Marceau. Au dernier étage, ça pourrait être instructif. Sophie haussa un sourcil, intriguée par ce changement de sujet. Des archives poussiéreuses. Quelle proposition romantique, plaisanta-t-elle. Crois-moi, répondit-il, mortellement sérieux. Tu pourrais y trouver des réponses à des questions que tu n'as même pas encore posées. Dans le bureau de Cécile, l'ambiance était électrique. Face à elle, Gabriel la défiait ouvertement pour la première fois en 20 ans de mariage. « C'est non », trancha-t-il. « Sophie Delaunay ne sera pas transférée dans une autre filiale. Elle reste ici, sous la supervision directe de Philippe. Cette petite est une menace. » Siffla Cécile. « Tu ne vois pas ce qui se passe. Elle se rapproche de Philippe. Elle s'immisce dans nos affaires. Elle fait son travail. Et remarquablement bien. » Cécile émit un rire sans joie. Son travail. Ou bien est-elle en mission pour sa mère, cette serveuse qui a toujours voulu s'approprier ce qui m'appartient? Rien ne t'appartient, Cécile, répliqua Gabriel avec une froideur inhabituelle. Ni moi, ni cet empire, nous avons construit ce groupe ensemble, certes, mais ne te méprends pas sur la nature de notre arrangement. Arrangement. La voix de Cécile monta dangereusement. Notre mariage est un arrangement maintenant. Il l'a toujours été. Tu le sais aussi bien que moi. Le visage de Cécile se déforma sous l'effet de la colère. C'est elle, n'est-ce pas? Tu l'as revue, cette petite traînée est réapparue. Et soudain, tu te rappelles que notre mariage n'est qu'un arrangement. Gabriel se leva, mettant fin à cette conversation qui dérapait dangereusement. Cette discussion est terminée. Sophie reste. Point final. La porte claqua derrière lui. Cécile, tremblante de rage, s'approcha de la fenêtre. Dans le jardin en contrebas, Sophie et Philippe marchaient, côte à côte, riant à une plaisanterie partagée. «
Cette image de complicité fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. D'une main fébrile, elle composa un numéro sur son téléphone. « Henri, c'est moi. J'ai besoin que tu effectues une mission délicate. » L'ancien bureau de Mireille Marceau, désormais transformé en salle d'archives, se trouvait sous les combles du bâtiment principal, une vaste pièce aux poutres apparentes, éclairée par des lucarnes poussiéreuses, abritait des décennies de documents soigneusement classés. « Tout est là », expliqua Philippe en allumant les lumières. L'histoire des Marceau-Perrault, les secrets de famille, les décisions qui ont façonné l'Empire. Sophie contemplait les étagères avec fascination. « Par où commencer ? Peut-être par la période qui t'intéresse. » Philippe s'approcha d'une section datée de 2000 à 2005. Les premières années après la fusion, alors qu'ils exploraient les classeurs, Sophie tomba sur un carton non étiqueté, glissé derrière une rangée de dossiers financiers, à l'intérieur. Une boîte en bois laqué portant les initiales M. Mireille Marceau. « Regarde ça », murmura-t-elle, en l'ouvrant délicatement. La boîte contenait des documents personnels, des coupures de presse jaunies, annonçant le mariage de Gabriel et Cécile, quelques photographies, et au fond une pile de lettres jamais envoyées. Sophie en prit une au hasard, notant l'écriture élégante sur l'enveloppe. « Lucie Delaunay ». Son cœur manqua un battement. « Lucie Delaunay, mais c'est ta mère », confirma doucement Philippe, les mains tremblantes. Sophie ouvrit l'enveloppe et commença à lire « Ma Lucie, voilà 3 mois que je te cherche désespérément. On me dit que tu as quitté Lyon, que tu as accepté l'argent, que tu as choisi une nouvelle vie loin de moi. Je refuse d'y croire. Ce qu'ils m'ont fait, ce qu'ils nous ont fait. J'étais droguée, manipulée. Cette lettre de rupture, ce chèque. Je n'ai jamais écrit ni signé ces choses. Je t'en supplie. Si tu lis ces mots, contacte-moi. J'ai besoin de t'expliquer, de te voir, de comprendre ce qui s'est réellement passé. Je t'aime toujours. Je t'aimerai toujours, Gabriel. » Sophie laissa échapper un souffle tremblant. « Qu'est-ce que ça signifie, ma mère et Gabriel Marceau ?» Philippe posa une main réconfortante sur son épaule. « Continue de lire. Il y a d'autres lettres. » Sophie parcourut frénétiquement la correspondance jamais envoyée. Chaque lettre racontait un fragment de l'histoire, l'amour de Gabriel et Lucie, leur projet de mariage, la manipulation orchestrée pour les séparer, les tentatives désespérées de Gabriel pour retrouver sa fiancée disparue. « Ma mère m'a menti, toute ma vie. Elle m'a menti sur mon père. »« Pas exactement, » nuança Philippe. D'après ses lettres, elle croyait que Gabriel l'avait abandonnée. Elle ne savait pas la vérité. Plus choquant encore, au fond de la boîte se trouvait un rapport d'investigation privée, commandé par Mireille quelques semaines avant sa mort. Le document contenait des informations sur Lucie et une petite fille prénommée Sophie, ainsi que des notes manuscrites où Mireille exprimait ses remords et son intention de révéler la vérité à son fils. « Ta grand-mère voulait faire amende honorable », murmura Philippe. « Mais elle est morte avant de pouvoir le faire. » Sophie s'assit lourdement sur une chaise poussiéreuse, tentant d'assimiler ces révélations bouleversantes. « Gabriel Marceau est mon père, et il ne le savait pas. Et ma mère ignore qu'il a été manipulé. C'est bien plus complexe encore, » ajouta gravement Philippe en extrayant un dernier document du fond de la boîte. « Regarde ça. » Il s'agissait d'un rapport technique sur l'accident d'avion qui avait coûté la vie à Mathieu et Mireille Marceau. Contrairement à la version officielle, ce document confidentiel suggérait que la défaillance mécanique n'était peut-être pas accidentelle. Des notes en marge, de la main de Mireille, indiquaient qu'elle soupçonnait une intervention extérieure dans les problèmes récurrents de leur jet privé. Elle pensait que quelqu'un voulait les faire taire, souffla Sophie, horrifiée. C'est ce que suggèrent ces notes. Et la seule personne ayant intérêt à ce que la vérité reste cachée. Cécile, compléta Sophie. Une sueur froide lui parcourut l'échine. Tu crois qu'elle pourrait ? Je ne sais pas jusqu'où elle est prête à aller, admit Philippe. Mais nous devons être prudents, très prudents. Ils rassemblèrent soigneusement les documents, décidant de les mettre en sécurité avant d'avertir Gabriel et Lucie. Alors qu'ils quittaient discrètement la salle d'archives, ils ignoraient que des caméras de sécurité récemment installées avaient capturé toute leur exploration. Dans son bureau, Cécile observait l'écran de son ordinateur, son visage figé dans un masque de fureur contenue. « Henri, » dit-elle dans son téléphone, « accélère les préparatifs, nous passons au plan B immédiatement. » Lucie ouvrit son téléphone, contemplant le numéro que Gabriel lui avait donné. Après plusieurs jours de réflexion, elle avait pris sa décision.
Sophie méritait de connaître la vérité sur ses origines. Mais avant de parler à sa fille, elle devait s'assurer que l'histoire de Gabriel était véridique. Elle s'apprêtait à appuyer sur le bouton d'appel lorsque la sonnette de son appartement retentit. En ouvrant, elle découvrit sa fille sur le palier, le visage défait, les yeux rougis par les larmes. « Sophie, que se passe-t-il » Sans un mot, la jeune femme tendit une enveloppe froissée. Lucie reconnut immédiatement l'écriture élégante sur le devant, l'écriture de Gabriel. « Tu savais » demanda Sophie d'une voix brisée. « Tu savais que Gabriel Marceau était mon père. » Le monde sembla vaciller sous les pieds de Lucie. Ce moment qu'elle redoutait depuis 20 ans était arrivé, mais pas du tout comme elle l'avait imaginé. « Entre » dit-elle simplement. « Il est temps que nous parlions. » La nuit fut longue dans le petit appartement de Lucie. Les tasses de thé, préparées et oubliées, refroidissaient tandis que mère et fille déterraient 20 ans de secrets. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit la vérité ?» Sophie était assise raide sur le canapé, les lettres trouvées dans la boîte étalées sur la table basse entre elles. Lucie, épuisée par les confessions, passa une main sur son visage. « Parce que ma vérité, jusqu'à très récemment, c'était que ton père nous avait abandonnés, qu'il avait choisi son nom, sa fortune et une autre femme plutôt que nous. Mais ces lettres, je ne les ai jamais reçues, Sophie, jamais. » Lucie saisit l'une des enveloppes, caressant l'écriture familière. « Si j'avais su qu'il me cherchait, que tout était un piège orchestré par sa famille et Cécile, qu'aurais-tu fait ?» La question flotta dans l'air, chargée de possibilités perdues et de vies alternatives. « Je l'aurais retrouvé », répondit finalement Lucie, la voix étranglée. « Je crois que, malgré ma colère, malgré ma fierté blessée, je l'aurais retrouvé. Pour toi, pour nous. » Sophie se leva brusquement, incapable de rester en place, l'esprit bouillonnant de révélation. « Toute ma vie a été construite sur un mensonge. »« Non », protesta fermement Lucie. « Notre vie ensemble, notre amour, tout ce que je t'ai donné, c'était authentique. La seule chose que j'ai modifiée était l'histoire de ton père. Et je l'ai fait pour te protéger de ce que je croyais être la vérité douloureuse. » Le téléphone de Sophie vibra. Un message de Philippe. « Sécuriser les documents. Situation préoccupante. Cécile semble agitée. Besoin d'un plan. » Elle montra le message à sa mère. « Philippe pense que Cécile pourrait être dangereuse. Il a trouvé des indices suggérant qu'elle aurait pu être impliquée dans l'accident d'avion des parents de Gabriel. » Lucie pâlit. « Tu dois arrêter ce stage immédiatement. Et laisser Cécile s'en tirer. » Sophie secoua la tête avec détermination. « Non, cette femme a détruit notre famille avant même qu'elle n'existe. Elle a peut-être tué pour garder son secret. Elle doit être exposée. » Lucie reconnaissait cette expression obstinée, un trait de caractère hérité directement de Gabriel. Un mélange de fierté et d'inquiétude lui serra le cœur. « Je dois parler à Gabriel », décida-t-elle en sortant son téléphone, au manoir Marceau. Gabriel était plongé dans des documents financiers quand son téléphone personnel vibra. En voyant le nom de Lucie s'afficher, son cœur fit un bond. « Lucie, elle sait. » La voix était tendue, urgente. « Sophie a découvert la vérité. Elle a trouvé tes lettres. » Gabriel ferma les yeux, assimilant l'information. Comment va-t-elle ? Choquée, en colère, confuse. Une pause. Elle est avec moi maintenant. Elle veut te voir. Bien sûr, quand ? Ce n'est pas si simple. Philippe pense que Cécile pourrait être dangereuse. Il a trouvé des documents suggérant son implication dans la mort de tes parents. Gabriel sentit un froid glacial l'envahir. Les soupçons qu'il nourrissait depuis des années prenaient soudain une forme terrifiante. « Où êtes-vous » ? Chez moi, Sophie refuse de quitter son stage. Elle veut... Lucie hésita. Elle veut confronter Cécile, exposer la vérité. C'est de la folie, trancha Gabriel. Cécile est imprévisible. Si elle se sent acculée. Justement, nous devons agir prudemment. Sophie suggère d'utiliser le gala du 50e anniversaire de l'Empire Marceau. Dans 2 jours, tous les médias seront présents. Toute l'élite économique aussi. Gabriel réfléchit rapidement. Un cadre public offrirait une certaine protection. Mais nous devons être préparés, avoir toutes les preuves en main. Il prit une décision. Je vous retrouve dans 1 heure au café Les Deux Magots, près de la place Bellecour. Un endroit public, mais discret. Après avoir raccroché, Gabriel resta un moment immobile. Contemplant la photo de ses parents sur son bureau,
Si Cécile était réellement derrière leur mort, un mélange toxique de culpabilité et de rage l'envahit. Il avait épousé, vécu aux côtés de la femme qui avait potentiellement assassiné ses parents, alors qu'il se préparait à partir. La porte de son bureau s'ouvrit sans préavis. Cécile se tenait dans l'embrasure, un sourire inquiétant aux lèvres. Une réunion tardive, mon cher. Son ton doucereux ne masquait pas la menace sous-jacente. Une urgence au grand Marceau, mentit-il avec un calme qu'il était loin de ressentir. Vraiment, Cécile s'avança dans la pièce, jouant distraitement avec son bracelet en diamant. Étrange. J'ai justement parlé au directeur il y a 10 minutes. Tout semblait parfaitement en ordre. Gabriel contourna son bureau, déterminé à sortir sans prolonger cette conversation. « Tu m'excuseras. Je suis pressée. » Cécile bloqua son passage. « Tu me prends vraiment pour une idiote, n'est-ce pas? Crois-tu que je ne sais pas que tu l'as revue? Que sa fille, ta fille, fouine dans nos archives avec l'aide de mon propre neveu? » Le sang de Gabriel se glaça. Elle savait tout. « Écarte-toi, Cécile. » « Pourquoi? Pour que tu puisses courir retrouver ta petite famille improvisée. » Elle laissa échapper un rire sans joie. « Tu as oublié notre accord, Gabriel. Ce que nous avons construit ensemble. Notre accord était basé sur des mensonges. Tu m'as drogué, manipulé. Tu as intercepté mes lettres. Tu as peut-être même... » Il s'interrompit, incapable de formuler l'accusation ultime. « Tué tes parents ?» compléta Cécile avec un calme terrifiant. « Ils étaient devenus un problème, ta mère. Particulièrement, cette subite crise de conscience, tellement inopportune. » Gabriel la fixa, stupéfait par cet aveu presque désinvolte. « Tu es folle. » »« Non, mon cher, je suis pragmatique. » Elle fit un pas vers lui. « Et je te conseille vivement de l'être aussi. Annule ton petit rendez-vous. Oublie Lucie et cette bâtarde. Sinon... » « Sinon quoi ?» Le sourire de Cécile s'élargit. « Disons simplement que j'ai pris mes précautions. Henri est déjà en position près de leur appartement. Un seul appel de ma part, et... » Gabriel sentit une rage froide l'envahir. D'un geste brusque, il saisit le poignet de Cécile. « Si tu touches à un seul de leurs cheveux, je te détruirai. » Leur confrontation fut interrompue par l'arrivée de Philippe, qui s'immobilisa sur le seuil, évaluant rapidement la situation tendue. « Pardonnez-moi, » dit-il avec un calme étudié. « Je ne savais pas que vous étiez en réunion. »« Ce n'est rien, » répondit Gabriel en relâchant le poignet de Cécile. « Ta tante s'apprêtait justement à partir. » Cécile ajusta son tailleur avec une dignité forcée. « Nous n'avons pas terminé cette conversation. » Gabriel. Puis, se tournant vers son neveu. « Quant à toi, nous discuterons de ta loyauté très prochainement. » Après son départ, Philippe referma soigneusement la porte. « J'ai tout entendu. Elle est complètement déséquilibrée. Et dangereuse, » compléta Gabriel. « Elle a envoyé quelqu'un surveiller Lucie et Sophie. » Philippe sortit son téléphone. « Je préviens Sophie immédiatement. » Dans l'appartement de Lucie, l'atmosphère était électrique. Mère et fille se préparaient à leur rencontre avec Gabriel lorsque le téléphone de Sophie sonna. « Philippe. » Son visage se décomposa au fil de la conversation. « Je comprends. Oui, on reste à l'intérieur. Soyez prudents. » Elle raccrocha, le visage pâle. « Cécile sait tout. Elle a menacé Gabriel. Et apparemment, elle a envoyé quelqu'un nous surveiller. » Lucie s'approcha de la fenêtre avec précaution. Scrutant la rue en contrebas, une berline noire était stationnée à quelques mètres de l'entrée. « Un homme seul au volant. On ne peut pas sortir, » murmura-t-elle. « Pas sans risquer d'être suivie. » Sophie réfléchissait rapidement. « Philippe et Gabriel vont venir ici. Ils trouveront un moyen de contourner la surveillance. » Lucie contemplait sa fille avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. En quelques heures, Sophie avait découvert ses origines, accepté un père qu'elle n'avait jamais connu et se retrouvait maintenant au cœur d'un complot potentiellement meurtrier. Pourtant, elle restait calme, déterminée. « Tu lui ressembles tellement, » murmura Lucie. Sophie leva les yeux, surprise. « À qui? À ton père? Cette façon de garder ton sang-froid en pleine tempête, cette détermination tranquille. » Lucie sourit tristement. « J'ai passé 20 ans à essayer d'ignorer ces ressemblances, mais elles ont toujours été là. » Un bruit à la porte d'entrée les fit sursauter. Quelqu'un essayait de forcer la serrure. Les préparatifs du gala du 50e anniversaire battaient leur plein au Grand Marceau. Dans une suite transformée en quartier général, Cécile orchestrait les derniers détails avec une précision militaire,
Rien ne devait être laissé au hasard pour cette célébration qui marquerait l'apogée de sa carrière, et qui, si tout se passait comme prévu, scellerait définitivement le sort de ceux qui menaçaient son empire. Son téléphone vibra. Un message d'Henri confirmant la surveillance de l'appartement de Launay. Cible en vue, attente instruction. Cécile sourit. L'échiquier était en place, que Gabrielle et sa précieuse Lucie tentent de la contrer maintenant. Ce qu'elle ignorait, c'est que 2 étages plus bas, dans les archives sécurisées, Philippe et un technicien de confiance compilaient méticuleusement toutes les preuves de ces méfaits, des documents financiers suspects aux enregistrements de caméras de sécurité, en passant par les preuves de manipulation concernant le mariage avorté. Tout sera prêt pour le gala, demanda Gabrielle, qui venait de les rejoindre après avoir échappé à la surveillance de Cécile. Absolument, confirma Philippe. Elle ne pourra pas s'en sortir cette fois. Restait un problème crucial. S'assurer que Lucie et Sophie seraient en sécurité jusqu'au jour J. Gabriel sortit son téléphone pour appeler des renforts, d'anciens agents de sécurité en qui il avait une confiance absolue. Il était temps de mettre fin au règne de terreur de Cécile. Une fois pour toutes, ce qu'aucun d'entre eux ne soupçonnait, c'est que leurs adversaires et eux-mêmes se préparaient pour la même échéance. Le gala du cinquantenaire allait devenir le théâtre d'une confrontation dont l'issue déterminerait non seulement l'avenir de l'empire Marceau-Perrault, mais aussi celui de 2 familles séparées depuis trop longtemps. Le grand Marceau resplendissait, transformé pour l'occasion en écrin de lumière et de luxe. Des voituriers en livrée accueillaient les invités, le gratin de la finance, de la politique et des médias français, tandis que des serveurs en gants blancs circulaient avec des plateaux de champagne millésimés. Dans une suite au dernier étage, Gabrielle ajustait son nœud papillon devant le miroir. Son reflet lui renvoyait l'image d'un homme tendu, dont les traits trahissaient la gravité de l'heure. Ce soir, tout basculerait. Ce soir, 20 ans de mensonges s'effondreraient. Quelqu'un frappa à la porte. Philippe entra, impeccable dans son smoking, un dossier sous le bras. « Tout est prêt », annonça-t-il. Les documents, les témoignages, les preuves bancaires concernant les transactions suspectes autour de l'accident d'avion. Nous avons même retrouvé le médecin qui t'a soigné à Nice. Il a accepté de témoigner en échange d'une immunité. Gabriel hocha la tête, reconnaissant. Lucie et Sophie. En sécurité, nos hommes ont neutralisé Henri hier soir. Elles arriveront séparément par l'entrée de service, comme convenu. La tension de ces derniers jours avait rapproché les 2 hommes. Philippe n'était plus seulement le neveu de Cécile, mais un allié précieux, un ami, et peut-être bientôt davantage. Si l'on en croyait les regards qu'il échangeait avec Sophie et Cécile, au centre de l'attention, comme toujours, elle supervise personnellement les derniers préparatifs, inconsciente de ce qui l'attend. Gabrielle se tourna vers son neveu par alliance. « Philippe, tu réalises ce qui va se passer ce soir. Ta tante risque la prison, le scandale éclaboussera la famille Perrault. Ce qui va se passer, c'est que justice sera enfin rendue, » répondit fermement le jeune homme. « Ma loyauté va à la vérité, pas au nom ou aux fortunes. » Gabrielle posa une main sur son épaule. « Merci pour tout dans les cuisines. » L'effervescence était à son comble. L'équipe de saveurs de maison, dirigée par Sonia, orchestrait le service du cocktail qui serait suivi d'un dîner de gala pour 300 personnes. Dissimulée dans un recoin, Lucie ajustait la robe de soirée bleu nuit qu'elle avait enfilée après avoir troqué sa tenue de chef contre une apparence plus appropriée pour la suite des événements. « Tu es magnifique !» murmura Sophie en la rejoignant, resplendissante dans une robe émeraude qui mettait en valeur ses yeux, ceux de son père. Ces derniers jours avaient été intenses, l'attaque avortée à leur appartement, leur sauvetage in extremis par les hommes de Gabrielle, leur cachette dans une propriété sécurisée en périphérie de Lyon, mais surtout les longues conversations avec Gabrielle, ces moments où père et fille avaient commencé à tisser un lien que 20 ans de séparation n'avaient pas réussi à empêcher. « Prête ?» demanda Lucie, scrutant le visage de sa fille. Plus que jamais, ensemble, elles se dirigèrent vers la petite salle où Gabrielle les attendait. Loin des regards indiscrets, quand il les vit entrer, son visage s'éclaira d'une émotion si pure, si évidente, que Lucie sentit son cœur vaciller. Après toutes ces années, toutes ces épreuves, il la regardait encore avec cette même intensité qu'il avait conquise 2 décennies plus tôt. « Vous êtes là », dit-il simplement, comme si ces 3 mots contenaient tout ce qui comptait au monde. Sophie s'approcha naturellement pour l'embrasser sur la joue. Un geste qui,
quelques jours plus tôt, aurait semblé impensable, mais qui désormais reflétait le début d'une relation père-fille en construction. « Comment te sens-tu » demanda-t-il à Lucie, hésitant sur la distance à maintenir. Nerveuse, déterminée. Elle sourit timidement, étrangement sereine aussi, comme si, quoi qu'il arrive ce soir, une partie de moi avait déjà trouvé sa paix. Leurs regards se croisèrent, chargés de non-dits, de regrets, mais aussi d'un espoir nouveau. Philippe les interrompit, apparaissant à la porte. « C'est l'heure. Le discours d'ouverture va commencer. » La grande salle de réception du Grand Marceau était comble. Sur une estrade, Cécile Marceau-Perrault rayonnait dans une robe haute couture rouge sang, captant tous les regards. À ses côtés, Gabriel jouait parfaitement son rôle d'époux dévoué. Pour la dernière fois, « Chers amis, chers partenaires », commença Cécile, sa voix amplifiée résonnant dans la salle. « Ce soir, nous célébrons non seulement 50 années d'excellence et d'innovation dans l'hôtellerie de luxe, mais aussi l'union de deux familles, de deux visions qui, ensemble, ont créé un empire. » Dans l'assemblée, discrètement placée par Philippe, Lucie et Sophie écoutaient, le visage impassible, autour d'elles, des hommes de sécurité en civil, recrutés par Gabriel, formaient un cordon protecteur invisible. Notre histoire est celle d'une ambition partagée, d'un rêve commun, poursuivait Cécile, captivant son auditoire. Gabriel et moi avons transformé l'héritage de nos parents en une référence mondiale du luxe et de l'élégance. Elle continua son discours, évoquant avec émotion les défunts Mathieu et Mireille Marceau, ces mentors regrettés dont la disparition tragique nous a tous profondément affectés. À ces mots, Gabriel sentit une colère froide l'envahir. L'hypocrisie de cette femme qui osait évoquer avec respect les personnes qu'elle avait potentiellement fait assassiner. Lorsque les applaudissements retentirent à la fin du discours de Cécile, Gabriel prit le micro. Le moment de vérité était arrivé. « Merci Cécile, pour ces mots, inspirants. Son ton calme ne trahissait rien de la tempête intérieure qui l'agitait. Ce soir est effectivement un moment de vérité pour notre entreprise. L'occasion de regarder en arrière, mais aussi de lever les voiles sur certaines zones d'ombre de notre histoire commune. » Un murmure parcourut l'assistance. Ce n'était pas le discours prévu. Cécile se raidit imperceptiblement à ses côtés. « Avant de poursuivre, » continua Gabriel, « j'aimerais inviter sur scène deux personnes exceptionnelles, Lucie Delaunay, dont l'entreprise Saveur de Maison régale vos papilles ce soir, et sa fille, Sophie. » Les projecteurs balayèrent la salle, s'arrêtant sur Lucie et Sophie qui s'avançaient vers l'estrade, escortées par Philippe. Un murmure étonné parcourut l'assistance. L'incroyable ressemblance entre Sophie et Gabriel n'échappait à personne. Cécile, comprenant soudain ce qui se préparait, tenta discrètement de s'éclipser, mais deux agents de sécurité se matérialisèrent à ses côtés, la maintenant en place avec une fermeté polie mais inflexible. « Beaucoup d'entre vous se demandent qui sont ces femmes », reprit Gabriel lorsque Sophie et Lucie l'eurent rejoint sur l'estrade. « La vérité est que Lucie aurait dû être mon épouse il y a 20 ans, et Sophie... » Sa voix trembla légèrement. « Sophie est ma fille, notre fille. » La stupéfaction se lisait sur tous les visages. Les flashs des photographes crépitaient. Notre mariage a été empêché par un complot orchestré par ma propre famille et par la femme qui est devenue mon épouse, un complot qui a impliqué drogue, manipulation, fausses lettres, et qui a séparé une famille avant même qu'elle ne puisse exister. Cécile s'avança, tentant de reprendre le contrôle. « Gabriel, tu n'es pas dans ton état normal. Ces accusations sont ridicules et nous avons toutes les preuves. » l'interrompit Sophie, prenant la parole pour la première fois. Sa voix, ferme et claire, ressemblait étonnamment à celle de son père. Les lettres jamais envoyées, les témoignages du personnel médical qui a drogué mon père, les documents financiers suspects concernant l'accident d'avion des grands-parents que je n'ai jamais connus. Elle fit un signe à Philippe, signe A, qui activait maintenant un projecteur diffusant sur un écran géant les preuves collectées, copies des lettres, relevés bancaires, rapports médicaux, et plus accablant encore, une vidéo de surveillance où l'on voyait clairement Cécile intercepter le courrier de Gabriel. Le visage de Cécile se transforma, passant de l'indignation feinte à une fureur à peine contenue. « Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. Ces documents sont des faux. Cette fille et sa mère tentent simplement de s'approprier une part de notre fortune. »« Vraiment » intervint Philippe, rejoignant le groupe sur l'estrade. « Alors comment expliques-tu ceci ?» L'écran afficha maintenant un rapport d'enquête confidentiel sur l'accident d'avion,
accompagnés de virements bancaires suspects vers un compte offshore lié à un certain Henri Mercier, le même homme qui avait surveillé l'appartement de Lucie quelques jours plus tôt. La salle entière retenait son souffle. Des journalistes prenaient frénétiquement des notes. Un représentant du parquet, invité discrètement par Philippe, observait la scène avec un intérêt professionnel. Acculée, Cécile perdit finalement tout contrôle. « Vous ne comprenez pas ?» cria-t-elle. Abandonnant toute prétention, « J'ai tout fait par amour, tout. » Elle se tourna vers Gabriel, le visage déformé par une émotion qui ressemblait davantage à de l'obsession qu'à de l'amour. 20 ans à tes côtés, 20 ans à te voir languir pour elle, à t'entendre murmurer son nom dans ton sommeil. J'ai tout supporté, tout enduré. Tu as ruiné des vies, répondit calmement Gabriel. Tu as peut-être même tué mes parents. Ils allaient tout gâcher, hurla Cécile, confirmant involontairement les soupçons. Ta mère avait découvert la vérité sur cette fille. Elle voulait te le dire. Détruire tout ce que j'avais construit, je n'avais pas le choix. Un silence horrifié s'abattit sur l'assemblée. Cécile, réalisant soudain la portée de ses paroles, porta une main à sa bouche. Des agents de police, alertés par le représentant du parquet, s'avançaient maintenant vers l'estrade. Cécile les fixa un instant, puis se tourna une dernière fois vers Gabriel. « J'ai gagné 20 ans, murmura-t-elle avec un sourire étrange. 20 ans où tu as été à moi, personne ne pourra me les reprendre. » Tandis que les policiers l'emmenaient, la salle explosa en conversation choquée. Les journalistes se précipitaient vers leur rédaction, conscients de tenir le scandale du siècle sur l'estrade. Gabriel, Lucie et Sophie restaient immobiles, comme figés dans ce moment surréaliste où 2 décennies de mensonges s'étaient écroulées en quelques minutes. Philippe s'approcha, posant une main réconfortante sur l'épaule de Sophie. « C'est fini », murmura-t-il, mais tous savaient que ce n'était pas une fin. Au contraire, c'était le début d'une nouvelle histoire, celle d'une famille enfin réunie, prête à reconstruire ce qui avait été si brutalement détruit 20 ans plus tôt. 1 an plus tard, le soleil printanier inondait les jardins du désormais rebaptisé Hôtel Nouveau Départ. Les anciens jardins à la française avaient été repensés, intégrant des espaces plus sauvages, des plates-bandes de fleurs locales, et même un potager biologique qui fournissait le restaurant étoilé de l'établissement. Cette transformation symbolisait parfaitement le changement de philosophie qui avait secoué l'empire Marceau-Perrault depuis le scandale. Dans la petite chapelle privée nichée au fond du domaine, autrefois réservée aux célébrations familiales des Marceaux, une atmosphère d'émotion et d'intimité régnait. Seulement une 50aine de personnes avaient été conviées, amis proches, collaborateurs fidèles, et quelques figures discrètes du monde des affaires qui avaient soutenu la renaissance de l'entreprise. Sophie, resplendissante dans une robe couleur champagne, observait les derniers préparatifs, ajustant machinalement les compositions florales. À ses côtés, Philippe souriait avec tendresse. « Laisse les fleuristes faire leur travail », la taquina-t-il. « Tu ne peux pas tout contrôler, même aujourd'hui. »« C'est plus fort que moi », admit-elle en replaçant une rose blanche. « Je veux que tout soit parfait pour eux. Ils ont attendu ce jour pendant si longtemps. » Philippe l'attira contre lui, déposant un baiser léger sur son front. Leur relation, née dans la tourmente des révélations de l'année précédente, s'était épanouie au fil des mois. Ensemble, ils avaient participé activement à la restructuration de l'entreprise familiale, désormais dirigée par Gabriel, avec une vision renouvelée. Le procès de Cécile avait fait les gros titres pendant des semaines, les preuves accablantes de manipulation, de fraude et, plus grave encore, de complicité dans l'accident mortel des parents de Gabriel, l'avaient conduite à une lourde peine de prison. Dans sa chute, elle avait entraîné plusieurs complices, dont Henri Mercier et le médecin qui avait falsifié les rapports d'autopsie pour l'Empire hôtelier. Le scandale aurait pu être fatal. Mais Gabriel, soutenu par Philippe, Lucie et Sophie, avait transformé la crise en opportunité de renaissance. Le groupe avait été rebaptisé, sa charte éthique entièrement révisée, et une partie des bénéfices était désormais consacrée à des programmes sociaux d'insertion professionnelle dans l'hôtellerie. « Ta mère est prête ?» demanda Philippe, consultant discrètement sa montre. « Sonia est avec elle. Elle m'a envoyé un message il y a 10 minutes. Apparemment, maman est plus nerveuse qu'elle ne veut l'admettre. » Sophie sourit à cette pensée. Après tout ce qu'ils avaient traversé, il était presque attendrissant de voir sa mère. D'habitude si maîtresse d'elle-même, stressée comme une jeune mariée,
Et ton père ? Avec Jean-Marc dans le bureau, il m'a dit qu'il avait besoin d'un moment de calme avant la cérémonie. Jean-Marc, l'ancien maître d'hôtel de l'hôtel impérial, celui qui avait assisté au premier regard échangé entre Lucie et Gabriel 20 ans plus tôt, avait naturellement été choisi comme témoin. La boucle était bouclée. Dans une petite pièce transformée en salon de mariée, Lucie contemplait son reflet dans le miroir en pied. À 44 ans, elle portait une robe de soie ivoire, simple et élégante, qui contrastait avec la tenue de princesse qu'elle avait choisie pour son premier mariage avorté. Ses cheveux, relevés en un chignon souple, étaient ornés de quelques fleurs fraîches. Sonia s'affairait autour d'elle, ajustant les derniers détails. « Tu es sublime », affirma-t-elle, en épinglant le voile léger. Qui aurait cru, quand on partageait nos cigarettes derrière les cuisines de l'Impérial, qu'on en serait là un jour? Lucie sourit, émue. Certainement pas moi. J'avais enterré ce rêve si profondément. Les 12 derniers mois avaient été intenses. Le scandale médiatique, la restructuration de l'entreprise, mais surtout, la reconstruction patiente d'une relation avec Gabriel. Ils avaient pris leur temps, conscients que 20 années de séparation ne s'effaçaient pas en un claquement de doigts. Des rendez-vous simples d'abord, puis des week-ends ensemble, réapprenant à se connaître, à s'apprivoiser. Sophie avait joué un rôle crucial dans ce rapprochement, heureuse de voir ses parents reconstruire ce qui avait été brisé, tout en forgeant sa propre relation avec ce père nouvellement découvert. « Il est temps », annonça Sonia en consultant sa montre. Lucie prit une profonde inspiration. Dans quelques minutes, elle allait remonter cette allée au bras de son frère, venu spécialement de Marseille. Et cette fois, rien ni personne ne l'empêcherait d'épouser l'homme qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer. Malgré tout, dans le bureau adjacent à la chapelle, Gabriel ajustait nerveusement son nœud papillon. Contrairement à Lucie, il avait opté pour un costume clair, presque blanc, symbole du nouveau chapitre qui s'ouvrait dans leur vie. « Nerveux ?» demanda Jean-Marc, amusé de voir son patron. « D'habitude, si maître de lui, dans cet état. Terriblement », admit Gabriel avec un sourire. « Plus que la première fois, si tu veux savoir. C'est normal. La première fois, vous étiez jeune, inconscient. Aujourd'hui, vous savez exactement ce que vous avez failli perdre. » Gabriel acquiesça. Touché par la justesse de cette observation, il sortit de sa poche un petit écrin en velours, l'ouvrant pour révéler une alliance en or blanc, simple mais élégante. « J'ai quelque chose d'autre pour elle », confia-t-il à son ami, quelque chose de symbolique. Il ouvrit un tiroir du bureau et en sortit un petit médaillon en cristal. À l'intérieur, visible à travers la surface transparente, était enchâssé un minuscule fragment de papier. Un morceau du chèque, devina Jean-Marc, qui connaissait désormais toute l'histoire. Oui, Lucie a gardé ces fragments pendant 20 ans comme symbole de trahison. Je veux qu'ils deviennent un symbole de rédemption. Un coup discret à la porte les interrompit. Sophie passa la tête dans l'entrebâillement, rayonnante. « Papa, tout le monde est installé, tu es prêt ?» Ce simple mot, « papa », provoquait toujours en Gabriel une vague d'émotions indescriptibles. Il acquiesça, trop ému pour parler, et suivit sa fille vers la chapelle où son destin l'attendait enfin. La cérémonie fut simple et émouvante. Lorsque Lucie remonta l'allée, leurs regards se croisèrent comme 20 ans auparavant, chargés cette fois non pas d'espoir naïf, mais d'une compréhension profonde de la valeur de ce qu'ils avaient retrouvé. Les vœux, écrits par chacun d'eux, retracèrent sans phare leur parcours. La séparation forcée, les années de vide, les retrouvailles inespérées, et cette certitude renouvelée que leur amour, malgré tout, avait survécu. Quand vint le moment des alliances, Gabriel sortit le médaillon de cristal et le présenta à Lucie avec ces mots « Je ne peux pas te rendre les 20 années qu'on nous a volées, mais je peux t'offrir tous les jours qu'il me reste, si tu veux encore construire quelque chose avec l'homme qui n'a jamais cessé de t'aimer. » Des larmes silencieuses coulèrent sur les joues de Lucie lorsqu'elle reconnut le fragment du chèque dans le médaillon. Cette preuve de trahison transformée en symbole d'amour indestructible. « Oui, » murmura-t-elle simplement, « tous les jours qu'il nous reste. » Dans l'assemblée, Sophie serrait la main de Philippe, émue aux larmes par cette union si longtemps différée. Près d'elle, Sonia essuyait discrètement une larme tout en ajustant le bouquet de la mariée, où le médaillon avait trouvé sa place. La réception qui suivit, dans les jardins ensoleillés de l'hôtel, fut à l'image des mariés, élégante sans ostentation, joyeuse sans excès. Les équipes de saveurs de maison,
fusionné depuis peu avec les brigades gastronomiques du groupe hôtelier, avaient créé un festin qui célébrait leurs origines communes. Alors que le soleil commençait à décliner, teintant le ciel de nuances rosées, les nouveaux époux s'accordèrent un moment de tranquillité, s'éloignant vers la roseraie récemment replantée. « Heureux ?» demanda Lucie, levée contre l'épaule de son mari. « Plus que je ne l'aurais imaginé possible », répondit Gabriel, contemplant la scène qui se déroulait à quelques mètres de là. Sophie et Philippe, assis sur un banc de pierre, discutaient avec animation, leurs mains entrelacées témoignant d'une intimité évidente. La jeune femme riait à quelque chose que Philippe venait de dire. Rejetant la tête en arrière dans un geste qui rappelait tant Gabriel que Lucie, sentit son cœur se serrer de tendresse. « Elle est extraordinaire, notre fille, » murmura-t-elle. « Si forte, si résiliente, elle nous a tous sauvés, d'une certaine façon. » Gabriel acquiesça, silencieusement reconnaissant pour ce miracle qu'était Sophie, ce lien qui avait persisté malgré tout, cette preuve vivante que leur amour avait créé quelque chose de plus fort que toutes les manipulations. Ils observèrent Sophie poser instinctivement une main sur son ventre, dans un geste presque imperceptible, mais chargé de sens. Un geste que seuls des parents attentifs pouvaient remarquer. « Tu crois que… » commença Gabriel, surpris. « Elle nous le dira quand elle sera prête, » sourit Lucie. « Mais oui, je crois que notre famille va bientôt s'agrandir. » Cette réalisation, la perspective d'un petit enfant, la continuité de ce qui avait été si brutalement interrompu, emplit Gabriel d'une émotion indicible. La vie, dans sa générosité inattendue, leur offrait non seulement une seconde chance, mais aussi la promesse d'un avenir qu'ils n'auraient jamais osé espérer. Comme en écho à cette pensée, Sophie leva les yeux vers eux et sourit. Ce sourire lumineux, hérité de ses deux parents, qui semblait éclairer tout le jardin. « Nouveau départ », murmura Gabriel, serrant la main de sa femme. « Nouveau départ », confirma Lucie, alors que le soleil couchant dorait le paysage. Promesse silencieuse de lendemains enfin libérés des ombres du passé. Dans les jardins de l'hôtel Nouveau Départ, 3 générations se rejoignaient ainsi. Celle du passé, désormais apaisée, celle du présent, enfin réconciliée, et celle de l'avenir, qui germait déjà porteuse d'espoir et de promesses tenues,